Hello les B-Minders et bienvenue dans B-Mindset, le podcast où on va parler santé, performance, conscience et respiration aujourd'hui. Je reçois à nouveau mon ami Leonardo Pelagotti, expert en respiration, en méthode Wim Hof et il va nous partager tout un tas de conseils et de clés indispensables sur comment la respiration peut devenir un pilier de la longévité, de la réussite pour les leaders et les entrepreneurs, mais également un pilier dans la performance. Je te souhaite la bienvenue, mon Léo. J'espère que tu vas bien Merci. et, Yes, Alex, merci beaucoup. je suis une fois de plus vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast. Euh, on va attaquer plutôt directement dans le vif du sujet parce qu'on a déjà fait une première visite, enfin un premier podcast ensemble où les gens peuvent retourner dessus s'ils veulent connaître ton histoire, ce qui t'a amené à la respiration et ce qui t'a amené à la méthode Wim Hof. Donc là, Yes. moi j'aimerais qu'on parle directement d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est la longévité et comprendre le lien qui existe entre la respiration et la longévité. Tu reviens d'une expérience immersive en Inde, je crois, Oui, et, euh, Himalaya. et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu. Oui, donc Inde, Himalaya, juste à côté du temple des Dalai Lama, que d'ailleurs j'ai rencontré. J'ai participé à, pas participé, mais j'ai suivi un parcours d'Ayurveda, plus précisément dans les Panchakarma, et on a travaillé sur la régénération interne des plusieurs aspects, hein, du corps physique, mais aussi du corps émotionnel, du corps mental et aussi du corps énergétique, avec la médecine indienne. Et c'est sûr qu'au cœur de cela, il y a la longévité. On dit qu'un Panchakarma qui est fait de façon intensive et complète, hein, qui prend entre 4 à 8 semaines en fonction de chacun. Moi, je fais 4 semaines. Ça peut donner 5 ans 5 ans des traitements, en fait, 5 ans de vie en bonne santé en plus. Donc, on ne parle pas forcément de durée de vie, mais on parle de santé dans les années à suivre. Donc, ça, D'accord? c'est quelque chose qui voilà, est très intéressant. Donc, eux, ils préconisent de faire un panchakarma tous les 5 ans pour Ok. continuer à vivre en pleine santé. Donc, on parle de health span plutôt que life span, donc la santé. Et la respiration est au cœur de tout ça, parce que dans les traditions yogiques et védiques, on disait que vraiment la longévité est liée à notre respiration. Nous n'avons pas un nombre d'années, nous avons un nombre de respirations. Et comment nous utilisons notre respiration va déterminer combien de temps nous allons passer sur cette terre. Donc, entre la médecine ayurvédique et la culture yogique, c'est vrai que les souffles restent au cœur de la santé et de la longévité, ces deux aspects qui sont ensemble. Et très récemment aussi, je m'occupe d'organiser un parcours biohacking et santé sur la longévité avec un expert à longévité en France. On organise un parcours en septembre. C'est quelque chose que je fais depuis des années en Italie. Et là, cette année, plus spécifiquement, on travaille sur la longévité. Et je suis donc les dernières recherches dans le monde du biohacking aux États-Unis. Il y a une clinique de Peter Attia qui est Mhm. un médecin et aussi un podcast comme toi. Et il a écrit un beau livre, Outlive, qui parle des longévités et comment en fait il y a plusieurs actions dans notre style de vie, hygiène de vie, actions correctives dans notre vie qui peuvent déterminer notre longévité. Et les premiers facteurs, je vous laisse deviner, premier, c'est la respiration. C'est la capacité cardio-respiratoire. Donc, bien sûr qu'il y a un lien aussi avec les cœurs, mais c'est les VO2 max, en fait. C'est ces paramètres-là fondamentaux pour la health span, pour la santé et longévité. Et après, bien sûr, les mouvements, la force, la stabilité de notre corps aussi, parce que ben, on est dans un monde où il y a la gravité. Et ben, les premiers facteurs limitants, c'est les souffles. Ben, si on n'a pas de souffle, vous savez, ça dure 1 à 2 minutes, hein. Mais Ouais. les deuxièmes, c'est les corps. Si on n'est pas stable, si on n'arrive pas à rester debout aussi, ça dure pas trop longtemps. Donc, ça, c'est les deux premiers facteurs. Et on pourrait s'imaginer tout un tas de choses assez complexes et chères dans le monde du biohacking, avec des technologies qui existent et qui ne sont pas inutiles, hein. Mais en fait, les premières choses, c'est apprendre à respirer et apprendre à bouger notre corps. Et c'est vrai que dans l'Ayurveda, tout ce que j'ai fait pendant 4 semaines, c'était comment remettre en fonctionnement bah, les corps par des actions naturelles et j'ai utilisé aucune technologie. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est vraiment complémentaire à l'approche plus occidentale.
Donc, c'est pas mieux, c'est complémentaire. Mhm. Donc, voilà, au fait que je reviens des Landes, je reviens des Landes pour travailler sur ça et c'est ça que je vais aussi partager dans mes parcours, hein, biohacking et longévité que j'ai fait en France à partir de cette année. Voilà, la première fois. Ok. Euh, je tiens juste à déjà te remercier de ce retour pour un aspect essentiel de ce que tu dis, qui est qu'on a tendance, nous, à oublier beaucoup en Occident. C'est on cherche toujours le dernier truc à la mode, la dernière technologie pour essayer d'optimiser notre santé, les derniers compléments alimentaires ou autres. On cherche toujours le hack, euh, le truc qui va nous permettre d'obtenir un résultat sans fournir le moindre effort, en tout cas le moins d'efforts possible. Et ce que tu viens de dire là, c'est essentiel à retenir, à mon sens, c'est comprendre à quel point c'est important de revenir à la base, c'est apprendre à bouger, apprendre à respirer. T'as pas besoin de matériel, tu n'as besoin de rien si ce n'est de la tension et de la concentration sur toi. Oui. Alors, en même temps, c'est pas, comment dire, je suis pas en train de dire que c'est simple, qui voilà, c'est en claquement de doigts. Il y a un réel effort, choix et volonté pour pouvoir prendre soin de tout ça. En même temps, c'est accessible. Donc, dans sa simplicité, c'est accessible à nous tous quand on fait un choix de vouloir les faire. En même temps, ça demande un peu de concentration et un peu de présence et un peu de régularité aussi. Parce que c'est pas une action de temps en temps, on prend quelque chose, on prend une pilule, on fait un traitement et ça dure. Non, il y a vraiment un engagement, un investissement. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais la chose positive, c'est qu'on l'a toujours avec nous. On n'a pas Hmm. besoin de partir jusqu'à Nande, en Himalaya, comme moi j'ai fait. Et moi, c'est l'approfondissement pour ensuite réamener ici à mes étudiants des choses. Mais en fait, c'est que vous pouvez faire déjà à la maison, que ce soit 15-20 minutes le matin et 10 minutes le soir, ça peut drastiquement changer votre quotidien. Hier soir, j'étais avec un groupe des étudiants italiens. Je faisais un webinaire sur la respiration et le froid. Bah, deux de ces personnes, ils m'ont dit j'avais des douleurs partout dans mon corps. J'avais essayé plein de choses. Mon médecin ne savait pas trop parce que tout allait relativement bien, sauf que j'avais mal partout. Il m'a dit, j'ai fait 10 jours des routines de respiration régulières, 30 minutes par jour. Et après 10 jours, j'avais plus mal. Donc, le médecin, il a dit, continuez, c'est ce qu'il vous faut, la respiration. L'autre personne, il m'a dit, j'étais stressé, fatigué, la tête pleine de pensées. Je commençais à faire des douches froides tous les jours. Et là, je suis René. Donc, vous voyez, ces deux actions qui sont assez simples, hein, respiration et froid, mais en même temps, ils ont fait un choix de vouloir l'activer et les faire, parce que moi, je ne peux pas les faire à leur place. On ne C'est peut pas ça. les mettre dans une chambre, leur faire, et puis, donc, c'est en réelle volonté de se prendre en main. Mais en même temps, est-ce que c'est pas accessible de respirer et de faire une douche froide? Voilà. Ok. Euh, C'était important de le rappeler, je trouve, quand même. Mais dans le même principe, on sait aujourd'hui que l'un des facteurs limitants de la longévité, ça va être toute la partie inflammatoire. Euh, Est-ce que tu saurais m'expliquer comment la respiration et pourquoi ou si la respiration vient impacter cette partie inflammatoire au niveau du Oui, bien corps sûr. humain? Bah, après, il y a plusieurs. La respiration est une fonction vraiment transversale qui impacte beaucoup d'organes, beaucoup de systèmes, beaucoup d'interactions entre les systèmes. Les premiers éléments, c'est l'oxygène. Quand on parle de respiration, c'est oxygène. L'oxygène, les dioxygènes, c'est une molécule très réactive qui est aussi à la base du stress oxydatif. Donc, nous, les êtres humains et tout un tas d'animaux, ils ont, ils ont utilisé l'oxygène pour la vie, mais en fait, il faut savoir qu'à la base, l'oxygène était destructif pour tout un tas d'autres formes de vie. Mhm. Donc, nous, on a pu les canaliser grâce aussi aux arbres et aux plantes, hein. Donc, dans les corps, il y a aussi un équilibre à trouver. Pas assez d'oxygène, nous sommes en hypoxie, notre fonction vitale sont dégradées. Nous avons plein de déchets, peu d'énergie. Trop d'oxygène, nos fonctions vitales sont impactées par les stress oxydatifs. Qui dit stress dit inflammation, dégénération et les contraires de la longévité. Donc, c'est sûr que bien respirer, c'est c'est les cœurs pour cet équilibre. À la fois bien s'oxygéner, mais réduire les stress oxydatifs. Les stress oxydatifs, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut développer avec l'hormèse une résilience. C'est pour ça que des activités comme l'activité physique ou les jeunes peuvent aussi nous donner une résilience. Mais par exemple, beaucoup d'activités physiques génèrent aussi plus de stress oxydatif. Mhm. Donc les sports, c'est une activité à la fois des santé, des renforcements, mais s'il fait un excès, des vieillissements précoces.
Et la même chose, l'alimentation. On sait très bien qu'il y a des aliments antioxydants, il y a des aliments alcalinisants, les jeûnes peuvent aussi nous régénérer, mais en même temps, même ces mêmes pratiques, les aliments comme les jeûnes ou les greens, un excès, pareil, c'est pas bon. Donc la respiration, ça permet déjà donc de vraiment donner en résilience par rapport au stress oxydatif, donc au vieillissement. Ça permet aussi les maintiens du pH, de l'équilibre donc acido-basique dans notre corps. C'est quand même très important parce que la santé cellulaire et la vie cellulaire est dans un pH étroit, autour de 7,365 dans les 100, donc légèrement basique. Quand c'est trop acide ou trop basique, c'est pas bon non plus. Il y a une dégénération qui produit du stress, qui produit des radicaux libres et donc de l'inflammation et du vieillissement cellulaire. Et en même temps, la respiration, c'est une fonction aussi mécanique qui permet une circulation du sang, une circulation aussi lymphatique, au massage ou drainage des organes, et donc la capacité des détox, démonctoires. On sait très bien que les toxines, ben, en soi, c'est pas positif pour la santé de notre corps. Beaucoup de toxines dans notre corps nous font vieillir plus vite, mais si on est capable de les faire sortir, et ben, on se régénère. Et un des émonctoires aussi de notre corps, c'est le poumon. C'est pas un émonctoire principal, mais c'est un émonctoire important. Et donc, respirer, ça peut aussi permettre de faire sortir des toxines volatiles notamment, et des acides. Et là, pareil, les acides, c'est pas forcément bien pour la longévité. Et après, il y a tout un tas d'autres choses parce que étant une fonction transversale dans l'organisme, elle n'a pas juste une fonction, elle a une interaction avec plein d'autres choses. Penser à la digestion. On sait très bien que si on n'assimile pas les nutriments et on a plein des déchets métaboliques liés à la digestion, bah, ça impacte notre santé. Comment la respiration s'impacte ça par rapport au système nerveux autonome, mais aussi les massages des viscères avec les mouvements du diaphragme et un parasympathique qui nous permet de digérer. Donc là, vous voyez un lien. Les cœurs. On sait très bien que si notre cœur fonctionne à un rythme élevé avec beaucoup de stress, bah, l'organisme vit un stress, on accélère notre vieillissement. Les diaphragmes et notre pompe thoracique nous permet au cœur en fait un fonctionnement plus optimal. Ça permet une circulation aussi périphérique qui maintient la santé voilà, de notre corps. La respiration, encore une fois, ça permet d'avoir un lien avec les systèmes nerveux sous les contrôles glycémiques. C'est très bien que les syndromes métaboliques sont une des causes principales de mortalité aujourd'hui, les prédiabètes, les diabètes. Quand on a les diabètes, la longévité, elle est plus courte. Les syndromes métaboliques et les problèmes du cœur. Après, on a l'oxygénation de notre cerveau pour tout ce qui est le vieillissement mental, les capacités cognitives dans la durée. Donc, éviter la crise cognitive, les déclins cognitifs, comme des maladies comme l'Alzheimer ou les Parkinson. Ça demande d'avoir un cerveau avec un système de nettoyage en place et aussi oxygéné avec moins de déchets. Donc, il y a le côté oxygénation, mais aussi nettoyage. Ça, c'est la troisième cause de mortalité. Et la quatrième principale cause de mortalité, c'est les cancers. Et on sait que les cancers se développent en milieu hypoxique acide. Donc là, on voit tout de suite les liens avec la respiration, parce qu'on a dit que c'est l'oxygénation et les contrôles acido-basiques que la respiration fait. Donc là, c'était pour vous faire un peu un lien rapide entre longévité, mais longévité en santé. Hein. Je ne vous Bien parle sûr. pas juste d'années, mais je vous parle d'années en santé. La respiration, on ne peut pas la négliger. Donc, c'est pas juste une question d'être capable de marcher des escaliers, amener ses courses. Ça, c'est vraiment des fonctions primaires, mais c'est de les faire en étant avec une bonne énergie, une bonne santé. Donc, moi, c'est pas moi qui vous dis tout ça parce que je n'ai pas étudié, comment dire, tous ces éléments-là, mais c'est vraiment des médecins qui sont experts en éléments des longévités. Et moi, ce que j'ai étudié, c'est la respiration, la fonction respiratoire. Mais les liens existent et il est très fort. Donc, c'est plutôt clair hein, aussi d'un point de vue scientifique. Et puis, d'un point de vue énergétique et spirituel, je vous disais, dans toutes les traditions, les liens au souffle et la vie existent. Donc, ça aussi, on ne peut pas les négliger. Il y a quelque chose qui lie notre respiration à notre vie, au-delà de la science. Mhm. Ce qui est bien avec toi, Léo, c'est que en une question, tu as répondu à 5 questions. Bon, bah, très bien. On gagne du temps. Non, non, c'était très clair. Euh, Comprendre que la respiration, effectivement, c'est transversal et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est central, que ça a l'impact donc sur l'inflammation, c'était ma question, mais on a compris également l'impact sur la digestion, l'impact sur le cœur, l'impact sur le cerveau, l'impact sur l'énergie d'ordre général. Avant que tu me donnes des choses un peu plus concrètes et que tu me dises
pour monsieur et madame tout le monde, par où commencer si on veut améliorer tout ça. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit bond vers est-ce que la respiration, ça améliore le sommeil? Il y a un lien. Il y a un lien entre notre sommeil profond et comment on respire dans la nuit. Ça, c'est la première chose. Si nous respirons de façon bruyante, donc notamment les ronflements, si nous faisons de l'apnée du sommeil, si nous respirons par la bouche, on sait que le sommeil profond est impacté négativement et notre qualité du sommeil aussi. Donc, il n'y a personne qui fait l'apnée du sommeil, qui respire par la bouche ou qui ronfle, qui dort très bien. C'est généralement un Mhm. sommeil perturbé. Mais on peut quand même dormir, mais c'est impacté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les liens avec l'insomnie, qui est lié à notre système nerveux autonome. Donc si nous sommes agités, stressés, avec beaucoup de pensées dans la tête, vous savez que votre sommeil est perturbé aussi. On s'endort peut-être plus tard, ça prend du temps, et puis si on se réveille dans la nuit, peut-être on a du mal à se rendormir. Ça, c'est parce que les systèmes nerveux n'arrivent pas à se reposer, n'arrivent pas à véritablement descendre. Et si le système nerveux ne peut pas descendre et lâcher, bah, votre corps ne peut pas se reposer en profondeur. Non seulement les corps n'ont pas des sommeils profonds, mais les cerveaux n'ont pas des sommeils REM. Ça, Mhm. c'est quelque chose qui est étudié largement. Et la respiration a un rôle parce que la respiration peut calmer les systèmes nerveux, activer les nerfs vagues et les systèmes parasympathiques, qui est la base pour dormir. C'est reposer, c'est régénérer. Et c'est celui qui est utilisé même dans des techniques comme les yoga nidra ou les NDSR, non-deprived sleep rest. Je ne sais plus exactement l'acronyme anglais, mais c'est l'autre équivalent du yoga nidra, mais plus de la Mhm. façon scientifique. Et donc la respiration peut nous permettre d'être dans un état de profonde régénération. Donc dans les sommeils, c'est effectivement très utile. Et puis de l'autre côté, de pouvoir bien oxygéner les corps pour éviter ronflement et apnée du sommeil la nuit, qui sont des conditions vraiment délétères. Donc, on sait que les manques de sommeil déterminent dans la durée une dégradation précoce de nos cellules et donc un vieillissement précoce. Donc, si on a besoin de sommeil, on a aussi besoin de la respiration pour permettre un bon sommeil. C'est pour ça que je vous dis que c'est une fonction transversale, on ne peut pas trop la négliger parce qu'on ne va pas réussir à exprimer les pleins potentiels de toutes ces fonctions vitales si la fonction transversale des bases qui permet la vie n'est pas à régler. Il y aura Mhm. toujours un dérèglement en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de dormir ou c'est impossible d'essayer de détoxifier, mais c'est juste que c'est impacté négativement. On s'ébride et on se limite tout seul. Parce que personne ne le fait pour nous, hein, c'est nous qui respirons. Alors là, la question c'est bah, pourquoi on ferait ça, hein? Personne n'a envie de se faire mal. C'est qu'on a des schémas respiratoires aujourd'hui qui sont dysfonctionnels parce que le stress, parce que notre sédentarité, les boulots, la pollution, les pesticides, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui nous dérèglent. La respiration, la fonction respiratoire s'est déréglée. Cause principale, vraiment le stress, notre style de vie qui va très vite avec beaucoup de distractions, sollicitations des médias, des téléphones, des smartphones, des réseaux. Donc, si on ne prend pas soin de régler ces schémas respiratoires, bah, tout le reste va être aussi impacté. Donc, par où commencer? Selon moi, ça serait vraiment pour remettre en place une respiration fonctionnelle. Mais ceci peut aussi aller avec, bien sûr, prendre soin de son alimentation, de prendre soin de son stress. Tout est ensemble, hein. Je ne suis pas en train de vous dire le reste n'est pas important. Mais s'il y a une fonction qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger pour que tout tient, c'est la fonction respiratoire. Et à la limite, je vous dirais, euh, c'est peut-être pas pertinent d'aller chercher mieux dormir ou aller chercher à être moins stressé ou aller chercher mieux manger si dans toute la journée, vous vous oxygénez pas en respirant ou si toute la journée, vous êtes en apnée. Parce que essayez de bien manger et puis mettez-vous en apnée 20 minutes. Ça Ça va pas marche les pas. faire, n'est-ce pas? Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas, les corps à 2-3 minutes d'autonomie. C'est juste que c'est tellement exigeant on peut pas penser, oui, aujourd'hui, je m'occupe à l'alimentation ou au sommeil et la respiration, je la laisse. Bah, si vous voulez vraiment pousser ces raisonnements jusqu'au bout, bah, mettez-vous en apnée. Mettez-vous en apnée. Dites la respiration, je ne m'en occupe pas du tout. Du tout. Et bien, ça dure 2-3 minutes. Pourtant, vous pouvez dire, je mets un jeûne, je ne dors pas pendant 2 nuits, ça c'est faisable à la limite. Vous pouvez encore y arriver. Mais là, la respi, quand je vous dis mettez-vous en apnée 5 minutes, vous pouvez même pas. Pour la plupart, hein. Certains, ils vont faire en apnée maximale des 5 minutes, mais c'est juste que vous voyez que ça tient pas. Mhm. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas que je veux que la respiration soit la fonction la plus importante, c'est que c'est physiologiquement,
l'élément les plus contraignants, mais aussi les plus puissants. Bah, oui, mais à mon sens, c'est important de le rappeler. Et c'est, en fait, c'est l'inconvénient de l'avantage de la respiration. C'est-à-dire, aujourd'hui, la respiration, pour monsieur, madame, tout le monde, pour 99% des gens, c'est quelque chose d'acquis, d'inné. On pense savoir respirer parce que c'est fait de manière automatique, géré par notre système nerveux autonome pour la plupart du temps. Et à mon sens, ce que tu rappelles là, c'est essentiel. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un système automatisé, automatique, qu'il faut le négliger. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question c'est, OK, j'ai entendu ton discours, Léo. Maintenant, dis-moi, je veux prendre soin de ma respiration, je fais quoi? Alors, on peut déjà, on peut déjà commencer à rééduquer notre nez, à rééduquer notre diaphragme et apprendre à ralentir notre souffle en respirant de façon plus consciente. Ça, c'est pour vous donner les axes théoriques. Pour la mise en pratique, et c'est pour ça que j'ai créé une académie des respirations. C'est parce que en même temps, tout est accessible et simple, mais c'est pas non plus banal. Et c'est pas parce qu'on respire déjà qu'on les fait bien. Donc, il y a besoin, numéro un, de corriger certaines erreurs, certaines choses qui nous pénalisent plutôt que nous valoriser. Et numéro deux, corriger, rééduquer. Comme la posture, hein, on pourrait dire, on a tous un corps en colonne vertébrale, mais si on est comme ça, tout d'abord, c'est rééduquer à rester un peu plus droit. Ou alors, on mange tous les jours. Et si on est habitué à manger des choses qui nous font du mal, de la nourriture industrielle, bah, il faut rééduquer notre habitude alimentaire aussi. Donc, c'est la même chose sur la respi. On a trois piliers fondamentaux dans les souffles, un aspect biochimique, un aspect biomécanique et un aspect psychophysiologique. Et ces trois piliers, il faut les rééduquer tous les trois. Donc, biomécanique, c'est l'utilisation de notre capacité pulmonaire, de notre diaphragme. Biochimique, c'est de respirer la juste quantité d'air, ni trop peu, ni trop non plus. Psychophysiologique, c'est les liens avec le système nerveux autonome, les nerfs vagues, c'est ralentir. Tout ça, en respirant par les nez. C'est pas de la science nucléaire, hein. Vous voyez, c'est simple. Mais pour y arriver, il faut mettre en place des exercices. On a des exercices pour ralentir notre souffle. On a des exercices pour prendre la juste quantité d'air. On a des exercices pour mobiliser le diaphragme. Tout ça, si ça vous intéresse, c'est vraiment l'objectif de ce que j'ai fait avec Inspire et l'Académie Inspire. J'ai créé des formations, des parcours de formation en vidéo, guidés avec des audios. J'ai créé des formations en présentiel. Toi, Alex, tu as participé dans la nature, dans les stages. Et j'ai écrit des livres, si vous êtes aussi lecteur. J'en ai écrit quatre. Donc, vous avez tout le matériel qui est disponible aujourd'hui en français et de façon accessible, simple, parce que je sais que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a eu une bonne dizaine de milliers de personnes qui sont passées par l'Académie Inspire. Donc, on parle quand même d'un bon chiffre, avec de bons résultats tout le temps. Donc, je sais que ça fonctionne. Les seuls bémols, c'est que moi, je ne peux pas les faire à votre place. C'est que moi, j'ai mis en place tout ça, mais après, c'est à vous de les faire. Là, je ne peux pas respirer pour vous. Par contre, si vous venez à un stage, vous suivez un cours, là, je peux vous guider. Ça, je peux le faire. Donc, une fois qu'on a décidé que c'est important pour nous, que cet investissement sur soi, ça vaut la peine, et bah, c'est facile de les faire parce que vous allez sur mon site et vous trouvez ce qu'il vous faut. Que ce soit en formation en vidéo, en formation dans un endroit naturel ou un livre, vous choisissez, mais vous avez des choses. Donc, c'est vraiment tout est accessible, hein. Clairement. Avant, moi, quand j'ai appris déjà dans des langues étrangères, souvent en anglais, dans d'autres pays. Et ça m'a demandé beaucoup de voyages, beaucoup d'investissements économiques et beaucoup de recherches personnelles pour trouver des mentors. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'a pris peut-être 8 ans. À vous, ça va vous prendre 8 semaines. Donc, je pense que c'est un bon cadeau que je vous fais d'avoir résumé 8 années en 8 semaines. En même temps, après, c'est beau aussi de voyager, de rencontrer, ça a changé ma vie. Mais j'ai dû changer ma vie aussi. Je ne pouvais pas continuer comme avant. Donc vous pouvez continuer à vivre votre quotidien comme vous l'aimez, mais avec un upgrade grâce au fait que vous allez vous faire du bien avec ces exercices dès la maison en plus. Donc je pense que c'est quand même assez sympa. Je peux que valider tes propos pour l'avoir vécu. Pardon, excuse-moi. Que ce soit d'un point de vue en présentiel, lors du stage qu'on a vécu ensemble, que ce soit sur
Le distanciel, parce que j'ai aussi fait la formation de respiration avec toi, niveau 1, niveau 2. Et l'idée aussi, c'est à travers tes bouquins, que je trouve vraiment très très complets, euh, voilà, où vous trouverez forcément des explications, des exercices pratiques simples bien expliqué à mettre en place. Et derrière, comme dit Léo, bah, la base, c'est-à-dire ça part de votre volonté et ça demande à ce que vous pratiquiez. Voilà, donc c'est disponible partout, voilà, partout, tout le temps. Merci pour cette première partie, Léo. On va clôturer cette partie respiration et longévité pour partir sur un deuxième axe qui m'intéresse et que je sais qui t'intéresse aussi parce qu'on a vécu ça un petit peu aussi ensemble. C'est le lien qui existe entre la respiration et la performance. La performance sportive, mais on pourrait parler aussi de performance euh, entrepreneuriale, professionnelle. Voilà. Donc d'abord, attardons-nous sur la partie respiration performance sportive. Et je sais que tu as fait deux exploits, parce que pour moi, ça reste des exploits, parce qu'aujourd'hui, je serais incapable de faire ce que tu as réalisé. Euh, c'est courir un marathon avec un scotch sur la bouche pour ne respirer que uniquement en nasal. Est-ce que tu peux nous donner tout d'abord ton retour d'expérience là-dessus, les conclusions que tu en as retirées de cette expérience et pourquoi, si c'est un lien aussi fort entre les deux? Oui. Alors la performance a plusieurs aspects. Moi, j'ai vraiment visé sur la performance en termes physiques. Mais la respiration, ça permet aussi d'avoir une certaine performance d'un point de vue concentration et gestion du stress aussi. Quand j'ai couru mon marathon, il faut savoir que moi, j'avais jamais fait des marathons avant. Et je suis pas coureur, donc, il y a peut-être un certain stress par rapport à ces types des performances pour se présenter, les moments de la course, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça m'a aidé à être bien serein au démarrage de ma course. Et puis, pendant toute la course, je respirais avec un scotch sous la bouche par les nids en terminant mon premier marathon avec très peu d'entraînement, hein, parce que l'objectif de ces premiers marathons était, est-ce qu'on peut, en arrivant avec une bonne respiration et une bonne hygiène de vie, courir un marathon doucement, hein, sans forcément être beaucoup entraîné? Est-ce que les marathons, c'est vraiment quelque chose de si inaccessible si on sait respirer? Et la réponse, c'était, si on sait respirer, les marathons n'est pas si inaccessible que ça. Après, je l'ai fait doucement, hein. Ça m'a mis 3h45 quand même pour les faire. Et donc, je suis allé à mon rythme. Alors, après, j'avais mal aux jambes, bien sûr, j'avais mal aux articulations, aux tendons, parce que je ne m'étais pas entraîné. Donc, les messages étaient, est-ce que la respiration est déjà si forte comme fonction qui nous permet de faire quelque chose comme ça? La réponse était oui. La deuxième était, OK, maintenant, je voudrais bien vivre ça sans avoir mal aux jambes. Donc, j'ai envie aussi de m'entraîner au niveau de la course à pied et de combiner deux entraînements, l'entraînement de la course à pied et l'entraînement de la respiration. Et j'ai fait un deuxième marathon l'année suivante. J'ai dédié 2, 3 mois d'entraînement à la course à pied avec un programme comme toutes les personnes ont sur un programme marathon en faisant voilà, mes sorties, par contre, sur un temps d'environ 2, 3 mois sous l'été. Et je courais mon deuxième marathon avec un scotch sous la bouche, en respiration nasale. Je savais qu'est-ce qui m'attendait maintenant, hein, les 42 kilomètres qui sont longs, la faim, les murs, la fatigue, etc. Et j'ai fait mon deuxième marathon en 3h09. C'était les mêmes parcours, hein, les mêmes marathons, toujours à Tours. Et à la fin, en étant très bien, en étant relativement peu fatigué, en n'ayant pas des courbatures, en n'ayant pas mal aux jambes, en étant encore totalement capable de faire des choses parce que j'ai tourné mon documentaire du marathon là pendant et après et vous me voyez parler à la caméra après les marathons en étant relativement serein, un peu fatigué mais voilà, pas, pas, pas au bout du souffle justement. Et cela a été possible parce que j'ai pris du temps dans la vie de tous les jours d'entraîner mon efficacité respiratoire et mon volume pulmonaire, ma capacité respiratoire dans ces trois axes que je vous disais tout à l'heure. La mécanique, entraîner mes muscles des respiratoires comme les diaphragmes, la biochimie, avoir une bonne tolérance au CO2, une bonne VO2 max, et la psychophysiologie, être capable de respirer consciemment et de façon régulière sur mes pas, rythmée, tout le long du marathon. C'est ce que j'ai fait, hein. Pratiquement tout le long du marathon, j'étais en lien avec mon souffle.
Donc, ça, comment dire, c'est intéressant parce que moi, je suis pas un coureur à la base. Moi, j'ai été gymnaste hein, depuis le début de ma carrière sportive à 5 ans. J'ai fait beaucoup des compétitions au niveau national. Je les ai aussi gagnées, mais j'étais pas un endurant, pas du Mhm. tout. Parce que, en plus, je respirais mal, moi, avant. J'avais une respiration totalement dysfonctionnelle, allergique, tendance asthmatique. Je respirais pas bien, donc impossible de faire des efforts d'endurance au point où pour moi, courir 5 kilomètres c'était un exploit, hein. Mais je rigole pas, hein, je ne le dis pas à la légère. C'était difficile pour moi d'arriver à faire 5 kilomètres. Et j'étais mal à la fin. J'étais pas bien. J'avais les poumons qui brûlaient, beaucoup de fatigue. Ça me prenait plusieurs jours avec les douleurs aux muscles parce que je respirais mal et donc j'étais pas oxygéné. Donc je faisais un effort comme si c'était hyper intense. Donc passer à avoir mal à faire 5 kilomètres et courir un marathon en étant bien, avec un scotch sous la bouche, il y a quand même un gros écart. Ça, c'est pas parce que je me suis entraîné plus, c'est parce que j'ai appris à respirer. Parce que quand j'étais gymnaste, je m'entraînais tous les jours, 3 à 4 heures. Donc, j'étais beaucoup plus entraîné que quand j'ai fait mon marathon, où je m'entraînais un jour sur deux, 1 heure et demie pour courir. Et après, j'ai marché un petit peu, mais c'est modeste quand même. Ok, donc, il faut vraiment comprendre que là, c'est dans un sport d'endurance comme la course à pied, les capacités d'oxygénation de nos muscles déterminent un gros écart à la performance. Mhm. Moi, je le sais qu'au niveau du VO2 max, on peut avoir des augmentations de 10% faciles en un mois ou deux en apprenant à respirer. Chose qui est beaucoup plus difficile avec l'entraînement physique, surtout si on est déjà bien entraîné. Si on est très peu entraîné, c'est plus simple, mais donc voilà, si vous cumulez les deux, ça peut vous faire des variations de 20% dans l'espace de 2 mois. Et c'est ce que moi j'ai eu. Donc je suis. Et dans plusieurs années, l'écart a été plutôt des 50% Mhm. de différence de VO2 max. Donc j'ai augmenté des 50%. Mais après, il faut l'entretenir, hein. C'est quand on s'arrête d'entraîner, ça redescend, hein. Mais ça peut augmenter bien plus haut de ce qu'on pense. Donc voilà la possibilité d'utiliser les souffles dans la performance. Et tu as fait, donc pour augmenter ta VO2 max, pour les coureurs qui vont écouter ce podcast, quel exercice tu as fait? Alors, j'ai fait plusieurs exercices. J'ai fait ce qu'on appelle la simulation d'altitude, les entraînements des simulations d'altitude, qui sont des exercices hypoxiques, hypercapniques, intermittents. C'est-à-dire, on fait des apnées expiratoires en mouvement. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Ce Mhm. sont quand même des protocoles assez précis qui sont assez engageants. J'ai fait des exercices de tolérance au CO2 pour mieux tolérer le CO2, donc moins m'essouffler. Et j'ai fait des exercices de renforcement de mon diaphragme et assouplissement de mon diaphragme pour augmenter aussi ma capacité pulmonaire. Donc ça, ce sont les exercices principaux que je fais d'un point de vue de la performance. Et puis, en préparation au marathon, j'ai fait des exercices pour calmer les stress les matins. Et après les marathons, j'ai fait des exercices de récupération. Tout ça, je l'ai bien, bien détaillé dans mon documentaire du marathon. Donc, il y a 2 documentaires du marathon sur ma Mhm. chaîne YouTube que vous pouvez regarder, Inspire Potential, et c'est bien détaillé. Et après, récemment, j'ai créé un masterclass des courses et respiration nasale. Donc, comment intégrer la respiration nasale dans la course à pied et les trails. Donc, si ça vous intéresse, là, vous les trouvez aussi sur mon site. Et là, bien sûr, on a passé 4 semaines avec un groupe d'une vingtaine de personnes à travailler la respiration et c'était incroyable. Les retours, je terminais avant-hier soir avec ces groupes et me disaient, bah voilà, maintenant je respire par les nez en courant ou en faisant du vélo, certains, ou en faisant du trail, des bons trailers, hein, ultra trailers aussi, ou des personnes qui démarraient des zéros, hein, qui couraient à peine, hein, et respirent que par les nez. Donc ils profitent beaucoup plus de leur entraînement, ils récupèrent plus vite, ils sont moins fatigués, et en fait, ils voient déjà la progression. Ça, c'était Mhm. en 4 semaines, à tout niveau. De la personne qui part du base, qui fait un 3-4 km de temps en temps, à l'ultra trailer. Donc voilà. Euh, Là, dans les scopes d'un podcast, échanger un petit peu sur tout ça, je ne peux pas bien sûr vous détailler ce qu'on a fait, mais si ça vous intéresse, il est disponible. Ok. Ça, en tout cas, c'est une belle piste de réflexion. Et une fois de plus, tout comme pour la longévité, tout comme pour la santé, euh, remettre de la valeur sur la respiration au sein même des différents axes de progression qu'on peut avoir en sport d'ordre général. Ça me paraît essentiel de rappeler ça et je voulais te remercier pour ça parce que tu es un des leaders, pour pas dire le leader
une des personnes en France qui permet d'aller remettre ou tout juste mettre de la valeur sur la respiration pour optimiser sa performance sportive ou juste sa santé déjà. Ça, c'est hyper important de le rappeler pour moi. Et voilà. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé donc de performance sportive et la respiration. On a commencé doucettement à évoquer les autres types de performances. Moi, je m'intéresse également et je m'adresse aussi essentiellement à des personnes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui ont des postes à responsabilité où il y a aussi une attente de performance. Euh, Pourquoi, pour toi, la respiration, c'est un pilier négligé dans la performance professionnelle? Il y a un lien entre notre capacité de maintenir la concentration et le calme et notre façon de respirer. Si le souffle est par exemple agité, rapide, notre mental sera agité et rapide. Dès qu'on ralentit notre souffle et on le régularise, nos pensées se calment et deviennent plus cohérentes. Il y a un lien aussi avec la créativité. Il y a un lien avec la capacité de penser out of the box. Et on sait très bien qu'il y a eu des inventeurs qui ont utilisé les apnées. Ils ont eu des personnes, des études sur les personnes qui méditent, qui ont montré comment euh, l'état cérébral avec les CG change en fonction de comment ils respirent. Donc aujourd'hui, on sait très bien les liens entre système nerveux central et respiration. Et on sait qu'on peut vider aussi un peu la tête quand on a cette confusion mentale, ces brouillards mentaux par des techniques de méditation. Par exemple, moi, je n'ai créé une qui s'appelle la vide-tête inspire. C'est pour vider la tête. Quand on a ces brouillards mentaux, on n'arrive plus à réfléchir à rien. On est totalement saturé. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de se coucher. Et ben, en fait, on pourrait se coucher et s'allonger pendant 10 minutes et régénérer notre capacité de concentration et mentale si on veut le faire. Après, des fois, on doit juste dormir, mais si Hmm. c'est tard les soirs. Mais sinon, on peut se régénérer comme ça. Donc, il y a un lien entre comment nous respirons et notre capacité cognitive. Et, hum, et un des coachs de l'Académie Inspire que j'ai formé cette semaine est professeur au lycée. Il nous parlait de ses élèves à terminale pour les grands orales et l'examen. Et il disait qu'il avait instruit ses élèves, parce que moi, lui, il est coach en respiration, donc avec les techniques que je lui enseigne avec l'Académie Inspire. Et il avait vu qu'en fait, les élèves ils étaient plus calmes, qu'ils respiraient par les nez avec une bonne posture sous les bancs, ils n'étaient pas tout pliés en respirant par la bouche, et qu'en fait, ils étaient beaucoup plus endurants. Et il avait fait des tests en mesurant avec un saturomètre, un pulse oxymètre, Mhm. sur certains élèves à la fin de la preuve écrite des 4 heures. Bah, certains, ils étaient en hypoxie à 90%, et avec un rythme cardiaque des 100 battements par minute. Les élèves qui respiraient par la bouche, qui étaient tout pliés vers l'avant, en fait, ils étaient dans un état comme après 4 heures d'effort physique, en Mhm. fait. Mhm. Donc là, c'est sûr qu'au niveau de nos capacités mentales, eh ben, c'est un déclin cognitif constant pendant cette épreuve. Et puis, on sait très bien que quand on est stressé, bah, franchement, on n'est pas lucide. On n'a pas accès à toutes nos capacités cognitives. Je pense que ça c'est arrivé à la plupart d'entre nous. Un examen ou un moment où on est pris et on sent qu'on n'arrive pas à réfléchir, en fait. Et, notre connaissance a disparu. Mais c'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'on n'y a pas accès. Parce qu'on est dans un état de stress et de panique. Donc, dès qu'on se calme, on a accès à nos compétences cognitives, mais aussi à notre créativité pour résoudre des problèmes. Donc, penser out of the box. Moi, quand j'étais ingénieur, avant, dans une autre vie, je me considérais comme quelqu'un de non créatif. Et j'avais du mal à être créatif. Mais pourquoi? Parce que j'étais en hyperventilation tout le temps, avec une respiration dysfonctionnelle par la bouche, qui me mettait dans un état de stress. Quand on est dans un état de stress, on n'est pas créatif. On est peut-être rapide à faire des choses parce qu'on doit s'en sortir, mais on n'est pas créatif. Et aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui peut être très créatif. Mais parce que j'ai ralenti, et peut-être je me mets dans un état de peut-être plus méditatif, si vous voulez, par les souffles, si je dois trouver des solutions. Comme on peut se retrouver dans des états, des fois en nature, contemplatif, ou à d'autres moments où on a les idées qui arrivent, ok? Mais on peut les faire aussi juste par les souffles. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je suis aussi entrepreneur aujourd'hui avec des entreprises qui sont soumises à des gros stress par rapport à plein de questions, qui vivent un état d'urgence en permanent et qui limitent leur capacité cognitive et leur capacité relationnelle. Et moi, je les vois aussi. Si je suis stressé, bah, je n'ai pas accès en fait à une nature sociale ou à ma nature créative.
Et ça suffirait de prendre du temps les matins, les midis et les soirs, à trois moments de la journée, pour faire des petits exercices, des ralentissements et ressourcements. Je fais un coaching avec un notaire. Bah, il était totalement stressé. Il était tout le temps en action. Je l'ai Mhm. fait respirer et pendant 15 minutes, il m'a dit, waouh. Et là, je suis ralenti. Il m'a dit, je suis fatigué. Je dis, bah oui, mais en fait, ton état, c'est celui-là. Maintenant, tu le vois. Dans la vie de tous les jours, tu vois pas, en fait, même ton état. Alors, on est tous avec des degrés plus ou moins différents, un peu dans des états de stress, mais là, c'était un état extrême. Personne n'avait jamais fait des exercices de respiration. Ou une autre personne que j'ai coachée, un grand entrepreneur, plein de voyages, plein des contrats vraiment engageants. On a respiré et bah, il y a eu vraiment des émotions qu'ils ont lâchées. Parce qu'ils sont sur un état de tension, de stress, de performance tout le temps. Si on reste là longtemps, bah, c'est sûr qu'on va payer les prix. On ne sait Mhm. pas sur quelle forme. Et là, quand on s'arrête, on respire et ça lâche autant, c'est qu'effectivement, on était dans un état de détresse fort, qu'on peut tenir un certain temps parce que nous sommes très forts, très résilients. Mais on a besoin de ces coupures régulières. On ne peut pas qu'y attendre une semaine des vacances de temps en temps pour relâcher. On a besoin de relâcher un peu tous les jours. Et après, plus de temps en temps. En prenant vraiment ces temps des pauses, des vacances où on fait rien. Mais dans la vie de tous les jours, on doit s'autoréguler en permanence. Et ça, les souffles peuvent le faire. Donc moi, je pense que dans les mondes de l'entreprise, des entrepreneurs, c'est intéressant par rapport aux dirigeants qui doivent être des dirigeants éclairés, avec des ressources, mais aussi d'un point de vue des salariés. Parce que sinon, eux, ils vont en burn-out aussi, hein. C'est juste manque d'essence, manque d'énergie. Donc, prendre le temps peut-être de respirer avant une réunion, prendre le temps d'éduquer les personnes à leur hygiène de vie, tout confondu, hein, pas que la posture sous les bureaux, ou pas que un marché 10 000 pas par jour, hein, il y a pas que ça, hein. Si toute la journée derrière l'ordi, ils sont pliés en deux en apnée et ils respirent par la bouche, bah, ça va rien servir, hein, d'avoir un bon bureau et de faire 10 000 pas par jour, hein. Ça va quand même péter. Et c'est la preuve. Dans les entreprises aujourd'hui, le bien-être au travail, il est là. Pourtant, les salariés et les entreprises continuent à avoir un taux de burn-out et des pauses maladie exceptionnels, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas encore traité. Donc, moi, quand je suis intervenu dans des entreprises, ça fonctionne là sous les moments, les personnes se sentent bien, ça fonctionne dans la durée parce qu'il y a envie de continuer cette démarche, il y a une prise de conscience. Dans des grosses entreprises dans laquelle moi j'ai travaillé aussi, je faisais par exemple des programmes sur 10 semaines, une fois par semaine, ou alors on peut faire un atelier d'une demi-journée. Donc, il n'y a plus de cas. C'est pas nouveau. Je veux dire, on a les clés déjà. S'il y a des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui veulent implémenter euh, des premières actions pour eux ou pour leurs salariés, tu recommanderais quoi? Alors, pour eux, déjà, je leur recommanderais de prendre 10 minutes les matins avant de commencer à travailler pour faire une respiration qui apaise, qui ralentit avant de commencer une journée qui va accélérer. Comme ça, on commence un peu plus bas. Il y a plein de techniques, hein. Il n'y a pas que la cohérence cardiaque. Il y a plein de choses qui sont différentes. Il faut trouver celle qui fonctionne le mieux. Certains, ils aiment la respiration Wim Hof. D'autres, ils aiment bien la pleine conscience du souffle. Certains, c'est la cohérence cardiaque. D'autres, la respiration réduite. Certains, la respiration géante et la 3-6. J'ai plein de retours différents. Donc, même prendre 10 minutes les matins. Avant de manger, prendre une minute pour respirer calmement, pour mieux digérer. Éviter d'être plombé après les repas. Peut-être au milieu de la journée, quand ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est lever, ouvrir la fenêtre et respirer pendant 3 minutes. Et les soirs avant de se coucher. Dans la journée, ça va faire 20 minutes au total, mais Ça change la vie. qu'est-ce que ça change déjà des choses? Il faut trouver la technique qui fonctionne pour vous. Il y a plusieurs, deux, trois techniques, probablement deux, trois techniques qui fonctionnent pour vous. C'est pas une question d'apprendre beaucoup de choses, mais c'est d'en apprendre quelques-unes et les utiliser. Donc, ça, c'est ce que je conseillerais d'un point de vue personnel, d'un point de vue des salariés et des équipes, d'instaurer des rituels avant les réunions, des respirations. C'est ce que je fais avec mes équipes quand je suis là avec eux, qu'on prend 5 minutes avant on respire et qu'eux puissent les faire dans leur vie de tous les jours aussi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils intègrent dans les moments de stress, dans leurs réunions, des moments où ils régulent, ils s'autorégulent.
Donc, c'est ce que je conseille. Et donc, c'est-à-dire les instruire, leur donner accès à des formations, des respirations, pour qu'ils puissent les faire dans leur poste quand ils ont besoin. Aujourd'hui, on a accès à des formations sur la santé, les sports, des défis sportifs, des programmes alimentaires en entreprise. En fait, je ne vois pas comment on n'est pas encore arrivé à donner des exercices, des respirations au bureau, quoi. Hmm. C'est les principales. Donc, moi, je travaille avec ça, avec certaines entreprises. S'il y a des entrepreneurs qui sont voilà, intéressés, bah, vous me contactez, on les mettra en place. Ok, Moi ou avec les coachs de l'académie que j'ai formés, hein, il y a plein qui interviennent dans les entreprises. Il y a certains des coachs de l'académie Inspire qui sont des grands chefs d'entreprise, hein, avec des centaines et des centaines de salariés, plusieurs boîtes. Eux, ils l'utilisent pour eux et pour leurs salariés. Donc, c'est des choses qui sont déjà en train de se faire. Après, pas tous les chefs d'entreprise sont à ces niveaux-là. Donc, il faut d'abord une éducation. clairement. Ok. À ton avis, est-ce que tu pourrais énumérer potentiellement ce qu'une entreprise gagnerait à instaurer des rituels respiratoires? Ce serait quoi les bénéfices? Ah, alors, je ne saurais pas énumérer, mais je pourrais vous dire, à mon sens, il y aurait la santé des dirigeants, la santé des équipes, donc moins des problèmes de maladies, de burn-out qui aujourd'hui sont quand même fréquents, et sûrement plus d'efficacité. Parce que quand on est stressé et fatigué, ben, il y a très peu d'efficacité, beaucoup d'erreurs. Quand on est beaucoup plus, on a plus d'énergie et plus calme, on est plus efficace, on fait du bon au premier coup. Enfin, ça, je pense que ça serait quelque chose qu'on verrait plus, et probablement plus de créativité, des solutions innovantes par rapport aux problématiques. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu as un protocole minimaliste qu'un dirigeant peut ou une équipe peut appliquer dès demain? Alors, un protocole minimaliste appliqué dès demain, bah, en respirer avant la réunion avec les personnes. Mais quel respi? Peut-être, moi, je dirais la 3-6, c'est quelque chose de simple. Inspire sur 3 temps, expire sur 6 pendant 2-3 minutes. Peut-être quelques respirations géantes. On retient, on relâche 2-3 fois avant la réunion, un moment stressant. Ça, voilà, un protocole qui prend 3 minutes avant la réunion et peut-être à la fin aussi s'il y a eu un peu de tension. Ok. Et, Voilà ce que je préconise. la dernière. Après, Ouais, ouais, vas-y, Alex, j'ai très peu de batterie parce que je vas-y. suis en extérieur, donc peut-être ça va couper. Voilà, Alors, je voulais te dire ça. on finit par la dernière séquence. C'est un vrai faux. J'ai quelques questions. Tu as juste à répondre vrai, faux, oui, non. Voilà. C'est bon? On y va, du tac au Vas-y, tac. Respirer par la bouche est aussi efficace que par le nez. faux, La respiration lente augmente la variabilité cardiaque. vrai, Respirer profondément suffit pour mieux gérer le stress. ça aide, On peut optimiser sa digestion grâce à la respiration. vrai, La respiration impacte directement notre niveau d'énergie. vrai, La respiration trop contrôlée peut nuire à la performance. vrai, Le CO2 est un gaz toxique pour le corps humain. faux, Respirer trop fort peut générer de la fatigue. vrai, On ne peut pas influencer ses émotions par la respiration. faux, Une respiration consciente peut réduire l'inflammation chronique. vrai, Le souffle influence le système nerveux autonome. vrai, Bien respirer peut améliorer la qualité de son sommeil. vrai, Il faut respirer 15 fois par minute pour être performant. faux, Une bonne respiration peut booster la clarté mentale en réunion. vrai, La respiration est utile si on médite. Excuse-moi, la respiration est inutile si on médite déjà. faux, Le diaphragme est l'un des muscles clés de la longévité. vrai, Tous les états internes passent par le souffle. presque. Malheureusement, Léo a dû couper, sûrement plus de batterie. C'est la fin donc de l'épisode. Vous aurez bien compris l'importance de la respiration sous tous les axes que nous avons abordés ensemble. Pour récapituler, l'importance de la respiration en lien avec votre longévité. C'est longévité, rappelez le fait que ce n'est pas juste le fait de vivre plus longtemps, mais c'est surtout le fait de vivre plus longtemps en bonne santé.
D'accord? Donc la respiration est un élément transversal à tout un tas de systèmes de notre corps et donc forcément va venir impacter beaucoup de choses au sein de votre corps, que ce soit d'un point de vue digestif, d'un point de vue mental, d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue vasculaire, d'un point de vue hormonal, tout un tas de choses dont on a parlé avec Léo en début de podcast. Puis, on a évoqué dans un second temps le lien entre la respiration et la performance physique pour les personnes qui s'y intéressent, comprendre à quel point effectivement c'est aussi un des aspects négligés de la performance, que on a tendance à mettre son focus sur toute la partie athlétique, musculaire, cardiovasculaire, mais en oubliant l'entraînement respiratoire en tant que tel. Donc, comprendre à quel point c'est un game changer pour ceux que ça intéresse d'optimiser leur VO2 max, leur capacité à mieux utiliser l'oxygène durant les efforts. Je vous invite grandement à aller creuser les différents reportages de Léo et ou les formations. Euh, et puis dans un troisième plan, on a pu voir le lien qui existe entre la respiration et la performance entrepreneuriale et la respiration et le monde de l'entreprise. Donc, on a pu comprendre à quel point une mauvaise respiration peut venir impacter nos émotions, notre manière de penser, nos prises de décision, la gestion de notre stress et aussi, on n'a pas trop évoqué, mais l'interaction qu'on peut avoir avec les autres en fonction de comment on respire est primordiale. Si ce sont des sujets qui continuent de vous intéresser, je vous invite à rester connecté à Be Mindset, à venir éventuellement me poser des questions en commentaire de cette vidéo ou en off sur ma page Instagram MFR Alex. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. À défaut, allez contacter Leonardo. Je vous invite vraiment à aller vivre une expérience avec Léo, que ce soit pour la méthode Wim Hof ou pour un stage de respiration ou prendre ses formations. C'est vraiment du top niveau. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Un prochain épisode devrait arriver très prochainement. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si les épisodes vous plaisent. Pour le moment, on est sur une fréquence de un podcast par mois. C'est pour moi la fréquence qui me convient en fonction de toutes les activités que j'ai à gérer. N'hésitez pas, entrepreneurs, chefs d'entreprise, personnes de plus de 40 ans, ou en tout cas aux alentours de la quarantaine, qui ont des fortes responsabilités. Si vous avez besoin d'un accompagnement, mon programme santé est toujours d'actualité. J'accompagne des personnes qui veulent se recentrer, se remettre au centre, qui ont oublié leur corps et qui ont une énergie dans les chaussettes à reprendre leur santé en main, leur énergie, perdre du poids et enfin se prioriser. Donc n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Be Mindset et sur tous les réseaux. Ciao ciao.